C'est une vidéo un peu niche, mais c'est une vidéo qui est nécessaire. Je vais la découper en 2, 3 parties potentiellement. C'est important, non? Enfin, je sais pas. Moi, je trouve ça hyper important. Salut YouTube, aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu niche mais nécessaire parce que je trouvais pas de témoignage. J'avais besoin, en tapant des mots-clés sur YouTube, de trouver une personne qui en parle dans les détails, qui en parle quoi. Ou alors les gens en parlent sur TikTok mais c'est des petits morceaux à droite, à gauche. Des fois une... Eh, moi j'ai besoin de rentrer dans l'intimité de quelqu'un pour comprendre. Est-ce que ce que je fais c'est normal? Est-ce que je ressemble à quelqu'un d'autre? J'ai besoin de me reconnaître. Et j'ai trouvé personne pour... Personne. Du coup, bah, je le fais. Je le fais, et toi qui regardes cette vidéo, si tu te reconnais en moi sur certains points, dis-le moi. Et si, à contrario, t'es l'opposé total, dis-le moi. C'est intéressant. C'est intéressant pour se connaître d'être en miroir avec d'autres personnes. Parce que si on se reconnaît que par rapport à soi, est-ce qu'on est capable de jauger vraiment qui on est? Ou nos comportements? Enfin, tu vois, l'être humain, il vit en groupe, l'être humain, il vit en société. C'est forcément qu'on a besoin de se refléter les uns les autres, de se doser, tu vois, les uns par rapport aux autres. Je suis extrêmement fatiguée aujourd'hui. J'ai trop hésité, hein. Je devais filmer un épisode de Shine Girl et j'ai papoté pendant 10 minutes et mes phrases n'avaient aucun sens. Là, je me suis fait aider par une copine. J'ai un plan bien précis. Et comme je vais parler de moi, ça va être très rapide. J'ai même pas besoin de me casser la tête à réfléchir. J'espère que cette vidéo te sera utile. Sincèrement, j'espère que cette vidéo te sera utile pour mieux comprendre ce que c'est un TSA couplé avec un HPI. Deux choses qui peuvent être totalement contradictoires. De la même manière qu'il y a des personnes qui sont HDHD, je crois que c'est, et qui sont en même temps TSA sur le spectre. Ça fait des mélanges des fois de contradictions. Ça, surtout que l'être humain est contradictoire de base, parce qu'il faut pas oublier qu'on reste des êtres humains avant d'avoir un trouble ou une différence comme le HPI. Enfin, une différence. Je ne saurais pas comment appeler ça, c'est juste un QI plus élevé. Par rapport à qui, par rapport à quoi, I don't know. Comme quoi, on a toujours besoin de se mettre en miroir, tu vois. Anyway, des fois, ça contredit. Tu vas voir, de toute façon, je t'ai fait une petite... Je t'ai mis un dossier là, c'est vidéo YouTube Célia, ok? Le titre que j'avais actuellement en tête pour cette vidéo, c'est J'ai toujours cru être chiante, mais j'étais juste TSA. Je sais pas si je mets ça là, je sais pas si c'est le titre que tu vas voir sous la vidéo, mais ça résume tout. J'ai toujours cru être chiante. J'ai toujours cru être difficile. Mais en fait, j'étais juste sur le spectre autistique, entourée de personnes qui sont également sur le spectre autistique. Ça veut dire qu'en fait, ce qui était normal à la maison, ça l'était pas forcément ailleurs. Mais on avait tous des degrés de chiant sur des points sensibles. Mais on pensait juste qu'on était chiant en fait. Pas du tout. Pas du tout. On avait juste des particularités. Tu sais pas toutes les histoires que ça a créées à la maison. Tu sais pas. Voilà. L'objectif que j'avais mis principalement sous-jacent de cette vidéo, c'était légitimer, créer du lien et apporter des tips. Je te le dis parce que je ne suis pas certaine de pouvoir retranscrire ces objectifs dans la vidéo. Ok? Si tu vois la vidéo et que tu te poses des questions, sache que mes objectifs c'était de légitimiser ce que tu ressens, légitimer ce que tu ressens, te donner des tips, t'apporter de la valeur, de l'expérience et créer du lien, littéralement. Parce que du coup t'apprends à me connaître dans mon intimité. Ça fait bizarre de faire une vidéo aussi intime, sachant qu'hier, il y a un monsieur qui a commenté ma vidéo pour me dire que j'étais super chiante comme personne et que mon contenu était super chiant et inintéressant. Du coup, là, je me dis, j'ai un petit C dans un coin de ma tête, je me dis peut-être que c'est super chiant ce que je suis en train de faire, je ne sais pas. Du coup, je me sens pas spécialement à l'aise de filmer une vidéo YouTube aujourd'hui. Mais c'est la rançon du succès. Je suis obligée. Je serai jamais à 100% aimée, il faut accepter. Voilà. Du coup, pourquoi je fais cette vidéo? Pour te donner une idée de ce qu'est le mix TSA, qui est un trouble, et le HPI, qui n'est pas un trouble, qui est juste une différence, et comment les deux ils peuvent être liés au sein d'une même personne, comment ça se... Et aussi quelles sont les conséquences sur ma vie aujourd'hui. J'ai 28 ans, et j'ai navigué toute ma vie en pensant juste être HPI. Et encore, je comprenais pas ce que c'était, donc pour moi ça n'existait pas, je le prenais pas en compte.
Mais j'ai mis en place, je pense, aidée par ma créativité TSA et mon HPI, des stratagèmes qui marchent plutôt bien pour moi. Ça peut potentiellement te donner des idées. Faire un retour d'expérience et t'informer aussi. Voilà. Si t'es pas concerné, au moins tu seras informé. Il y a des êtres humains qui ont juste des différences. On n'est pas moins bien, on n'est pas meilleur, on est juste différent. Ok. J'ai grandi dans une famille avec une mère qui était TSA, un frère qui était TSA, et moi. Et on avait également un beau-père qui était neurotypique. Littéralement neurotypique. Si on pourrait faire le cliché du neurotypique, on le ferait. Néanmoins, une intelligence très haute, une intelligence assez développée. C'était un homme intelligent, c'était un homme débrouillard. Du coup, ça m'étonne pas qu'il soit arrivé dans notre famille en tant que beau-père. Ça me choque pas. Moi, j'ai grandi comme un enfant très calme, intelligent. J'ai commencé à parler, je crois, à 2 ans et demi, 3 ans. Je suis rentrée à l'école en tout cas à 2 ans et demi et je me débrouillais plutôt bien. J'ai encore mes cahiers à la maison. Je me débrouillais très 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 bien à 2 ans et demi, 3 ans. On peut dire que j'étais un enfant débrouillard. Du coup, j'étais un enfant aussi qui a été éduqué d'une manière assez indépendante. J'étais capable de me débrouiller à la maison. Je faisais mes trucs. Tranquille. Tu pouvais me poser avec un livre à 3 ans, je n'allais pas le déchirer. J'allais le décrypter. Je comprenais pas. Anyway. Et quand j'ai eu 3 ans, que moi je commençais à avoir une petite routine à l'école, nanana, mon frère est né. Et mon frère, dès le début, a demandé énormément d'attention. Sachant qu'il a les mêmes troubles que moi. Je crois même qu'il a un QI qui est vachement plus élevé que le mien. Déjà, moi, mon QI m'embête. Sincèrement, mon QI m'embête. Lui, il a un QI qui est encore plus élevé que le mien. Ça crée un décalage encore plus important. Là où moi, j'arrive à me dépatauger un peu avec le décalage en copiant, en masquant, lui a un décalage vachement plus élevé. Voilà. Le fait est qu'il a demandé énormément d'attention dès le début. Dès qu'il est arrivé sur cette terre, il a demandé énormément d'attention. Et moi aussi, j'avais besoin d'attention. On a donc une jeune fille qui grandit tranquillement, à 6 ans, qui commence à rentrer en CP, qui partage une classe doublée, je sais pas, c'était comme ça dans les années 2000. T'allais avoir la maîtresse qui faisait les CP et les CE1 en même temps, dans la même salle. Et j'étais en CP et je finissais tout le temps plus rapidement que les autres. J'ai plein de preuves. Et du coup, elle me faisait faire ce que les CE1 faisaient. En fait, j'ai fait CP, CE1 dans la même année. Je me souviens que quand j'ai appris à lire, je décryptais tout. Je lisais tout ce que je trouvais. Je lisais les panneaux, je lisais les emballages. J'étais genre matrixée par l'idée de me dire « Ouah, je sais lire ». Et je lisais tout. J'ai lu des trucs, tu sais, les notices, par exemple, quand tu reçois un meuble ou quoi. Je lisais les notices. Genre vraiment, je lisais tout ce qui traînait. Genre, je me souviens dans la douche. J'ai des souvenirs, j'étais dans la douche et genre je lisais la bouteille de shampoing. Le matin quand je me réveillais, je lisais le paquet de céréales. Genre, bref, c'était mon délire, j'ai toujours aimé lire. Je lisais aussi énormément de livres tout le temps, j'étais obsédée par la lecture. Quand je partais en Algérie, il n'y avait pas internet à l'époque, je passais l'été à lire. Je lisais en plus tout et n'importe quoi, du coup j'étais pas difficile. Je pouvais lire des princesses Sarah, comme je pouvais lire des encyclopédies, comme je pouvais... En fait, je m'en fous des romans d'adultes du XVIe siècle, là. Tu sais, le type de roman qu'on trouve dans les brocantes et que personne ne lit. Je lisais ça et genre j'étais très heureuse de lire ça. Parce que dans ma tête, je pouvais juste visualiser, sentir les sensations, sentir les images, et genre j'étais ailleurs. Mais 100% ailleurs. Genre, quand t'es enfant, t'as une imagination qui est plus forte que celle d'adulte. En tout cas, ma capacité à imaginer en 4D des trucs, je sais même pas si ça existe, ma capacité à imaginer vraiment, tu vois, ça s'est détérioré. Mais quand j'étais enfant, j'avais cette capacité-là. Par exemple, si j'écoutais une chanson, bah quand je rentrais à la maison, je pouvais avoir le chanteur dans ma tête qui me chantait la chanson. Vraiment, je m'en souviens. C'est un truc bateau, mais ça fait partie quand même des caractéristiques. D'où vient cette caractéristique, je sais pas. Je sais pas, c'est un micmac. C'est un truc qui est là. C'est un mélange entre l'être humain typique, neurotypique, I don't know. Le fait est que j'avais cette capacité-là. Et j'aimais bien, ça me manque des fois. Maintenant, j'ai juste mes pensées qui viennent dans ma tête m'embêter. Mais j'ai plus des chansons. Par exemple, j'ai écouté la chanson de Miley Cyrus, là, hier, je crois, ou avant-hier. Mais là, si je ferme les yeux, je peux voir des images du clip. Je peux avoir des intonations de la chanson, mais j'ai pas Miley Cyrus dans ma tête qui vient me chanter la chanson. Ça me manque, tu vois.
Du coup, dans la famille, j'étais vraiment juste la grande sœur. Ma mère était très cadrée sur les routines. Depuis petite, on a toujours eu des routines très 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 précises. Ma mère est comme nous. Inconsciemment, elle a développé des routines parce qu'elle n'a pas grandi avec des routines, elle avait besoin d'un cadre. Et tu connais, quand tu manques d'un truc, quand tu as des enfants, tu veux que tes enfants aient ce truc-là. En l'occurrence, nous, les routines, le cadrage, c'était on rentre de l'école, on se lave les mains, on prend une douche, on fait les devoirs, on fait un temps à la calme, tac tac, la lecture avant de dormir. Je serai toujours reconnaissante pour ma mère de nous avoir mis en place des routines parce que, en fait, c'est ce qu'on avait besoin avec mon frère à ce moment-là. Même si. Non, en fait, carrément, ouais, c'est carrément ce qu'on avait besoin. On avait besoin de routines précises. Et c'est ça d'avoir une maman TSA. Exactement ça. TSA HPI. Oui, oui. C'est. Ouais, non. Très intelligente, la dame. Malgré qu'elle avait une vie de galère. Voilà, ça, c'était embêtant par contre. Ok. Du coup, à l'école, mon rapport à l'école, j'ai sauté une classe, j'avais d'excellentes notes. Pourquoi j'ai pas fini médecin? Genre, Anyway, j'avais d'excellentes notes. J'ai quasiment eu d'excellentes notes en fait toute ma scolarité, sauf à l'adolescence. Mais pendant toute ma scolarité d'enfant, j'ai toujours eu d'excellentes notes. J'ai toujours eu plein d'hobbies. J'ai fait de l'escalade, j'ai fait du judo, j'ai fait du karaté, j'ai fait du hip-hop. J'ai fait plein de trucs. J'étais toujours en centre aéré, toujours en train de découvrir des nouvelles choses. Je faisais aussi, vu que j'étais à Marseille, j'avais des classes de mer. En fait, quand j'étais à Grenoble, quand j'étais enfant, parce que je suis née à Grenoble et à 8 ans, je suis partie à Marseille, d'accord? Quand je faisais la double classe, c'était à Grenoble. À Grenoble, on avait des classes de neige, parce que c'est à côté de la neige. Incroyable! On allait marcher on faisait des raquettes et tout. Trop cool. À Marseille, on a eu des classes de mer. On était partis au Frioul, on avait fait de la voile et tout, mais c'était incroyable. En fait, j'ai grandi dans un environnement avec des routines, de la réussite scolaire, des gens intelligents. Financièrement, on n'avait pas de problème financier. Vraiment, en fait, j'ai grandi dans un contexte privilégié, littéralement privilégié. Mais ma maman avait des hauts et des bas. On s'est retrouvés des fois sur le bord de l'autoroute la nuit. Il s'est passé des trucs quand même, parce que la vraie nature de ma famille, elle a toujours été là, sous-jacente, tu vois. Néanmoins, pendant ces années-là, j'ai grandi dans un contexte très stable, très privilégié. Et Dieu merci. Dieu merci. Parce que tout ce qui s'est passé les 15 ans d'après, j'aurais pas pu les supporter si mon enfance n'aurait pas été assez stable. Tout arrive pour le meilleur, au meilleur moment, de la meilleure manière. Par contre, il y a un truc qui est revenu souvent dans ma scolarité. C'est que plus j'ai grandi, plus je pensais être la meilleure dans ma tête. Et je me suis toujours confrontée à des personnes meilleures que moi à l'école. C'est-à-dire que j'ai eu un début de vie scolaire très très forte, j'étais la meilleure. Et je pense que je commençais trop, trop à monter, je suis la meilleure. J'ai été humble. J'ai rencontré en fin de primaire, collège, lycée, BTS, que des gens meilleurs que moi. J'étais deuxième. Deuxième toute ma vie. Et ça, c'est un grand bien pour moi personnellement. Je pense que mon ego aurait été trop haut. Le fait d'avoir été remise à ma place plusieurs fois dans ma vie, quand je commençais trop à monter en tant qu'enfant, nickel, nickel, vraiment parfait. Parce que, en fait, le problème quand t'es HPI, c'est que quand t'es enfant principalement et préadolescent, pas quand t'es adulte, parce que t'as la capacité de réfléchir, mais quand t'es un enfant, un adolescent, ton ego peut monter très très vite. Tu te rends compte qu'à l'école, t'es plus intelligent que la moyenne. T'es meilleur, t'apprends plus vite. Quand tu commences un sport, tu le fais plus rapidement. Tu réussis. Et ça crée des gens qui sont avec un ego surdimensionné. Et si moi, j'avais pas été humble par le fait d'être seconde, je pense que j'aurais été pas l'adulte que je suis aujourd'hui. Je suis humble parce que je me suis fait stopper dans ma course plusieurs fois. On m'a mis des stops. Dieu merci. On m'a stoppé. On m'a dit, Célia, écoute, tu n'es pas la plus intelligente de la Terre. Regarde. Célia, regarde, tu n'es pas la meilleure. Moi, ça me va. Ça me va, ça me fait du bien. J'aime bien. Je veux pas avoir un ego surdimensionné. J'ai une capacité de réflexion qui est assez rapide, comme plein de gens. J'ai des trucs où je suis vraiment nulle.
Je suis pas la meilleure partout. Et c'est génial. Ok. Ensuite, quand j'étais petite aussi, mon rapport à la société. Je me suis toujours fait des copines rapidement. Que ce soit en vacances, sur le bateau, dans d'autres pays, on parlait en langage des signes. À l'école, j'ai toujours été accompagnée. Je n'ai jamais été seule, je me suis fait des copines toujours facilement. Parce qu'à cette époque-là, c'est facile de se faire des copains et des copines. Quand t'as un enfant, t'as juste à rencontrer d'autres enfants et tu leur dis la vérité. Truc de TSA. Et ils veulent être tes amis. En fait, c'est ça le délire, c'est que comme j'étais dans un truc de vérité, de simplicité, de performance scolaire, nanana, les amitiés, c'était juste un truc cool. Coucou, est-ce que tu veux être mon ami? Oui, je veux être ton ami. Je n'ai jamais eu de mal en fait à aller vers les gens parce que j'ai toujours été quelqu'un de sociable. En fait, je suis ambiverte. Ambiverte, c'est ça. C'est quand t'es extraverti, ambiverti at the same time. Comme je suis TSA plus HPI, je crois que c'est comme il dirait, comme Niro, il a dit, je suis carrément une oxymore. Genre limite, je me renomme sur les réseaux sociaux oxymore. Je suis gauchère, je suis droitière, il n'y a pas de... Et le fait est que j'étais hyper sociable. En fait, j'avais aucun problème à aller parler aux gens. Je pense aussi le fait d'avoir fait plein d'activités, d'avoir un contexte familial stable, ça permet aussi d'être plus sociable. Parce que quand tu vis des traumatismes quand t'es enfant, t'as tendance à te replier sur toi-même. Littéralement. C'est d'ailleurs à l'enfance, je crois, que les personnes commencent à dissocier, qu'il y a les troubles de la personnalité quand il y a des traumatismes. Ce qui fait que, Dieu merci, encore une fois, je fais partie des gens qui ont été privilégiés. Ce qui a fait que, en fait, j'étais sociable. Mais potentiellement, si j'aurais grandi dans un autre environnement avec des traumatismes plus forts, parce que j'ai vécu des traumatismes. J'ai vécu des traumatismes. C'est juste pas le lieu d'en parler des trucs quand j'étais enfant. Mais mon TSA a fait que j'étais dans une petite bulle. Le fait qu'on ait un enfant aussi, qu'on a une mère qui nous a énormément protégés. Du coup, je me considère comme privilégiée. Mais j'aurais pu grandir dans une autre famille, ce qui aurait fait que j'aurais pas été autant sociable. C'est comme quoi chaque histoire est différente. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes parents, on n'a pas tous le même milieu, on n'a pas tous... Anyway, de toute façon, là, je suis en train de te raconter mon histoire à moi. What else? Quand j'étais petite, j'avais des fixations. Comme je t'ai dit, avec la lecture. Littéralement, la lecture. J'étais obsédée par la lecture. Je lisais tout le temps. Qu'importe l'endroit, qu'importe le support. C'était vraiment... J'avais ma première fixation. C'est quand j'étais en enfance que mon sens de la justice s'est développé. Il y avait une expression qui disait être l'avocat du diable ou l'avocat des pauvres. J'étais littéralement l'avocat des pauvres. Je peux même pas te dire le nombre d'histoires que ça m'a causé d'être l'avocat du pauvre. C'est-à-dire qu'on était dans la cour de récré et je défendais quelqu'un parce que c'est plus fort que moi. Et je crois qu'on me laissait passer beaucoup de choses parce que j'étais un peu la seule blonde de l'école. Genre, moi-même, je suis algérienne. Hein. J'ai grandi qu'avec des maghrébins, des noirs. Mais moi, tu sais, j'étais un peu la petite blonde. Et on me laissait passer des trucs. Néanmoins, j'étais l'avocat du diable. Je défendais les gens. J'avais besoin. Ça m'a créé des histoires. Mais j'avais un peu ce laisser passer. J'avais un peu ce petit truc qui me disait c'est Célia. C'est Célia. Genre. J'ai toujours été une hyper communicante. Je pense même que j'ai un intérêt pour la communication. Un intérêt spécifique, je ne pense pas, mais un intérêt fort pour la communication. Du fait que, tout ce que je t'ai dit avant, j'ai toujours parlé. J'ai aucun problème à parler, ce qui fait que je suis sociable, ce qui fait que je peux surexpliquer, ce qui fait que je peux défendre les gens correctement. J'ai un intérêt pour la communication qui est extrêmement, si tu regardes, qui est lié avec mon intérêt pour la lecture. En fait, mon côté qui va être introverti va aimer lire, et mon côté extraverti va faire un truc qui est totalement en lien, va ressortir des informations, va parler, va communiquer. On pourrait croire que je suis pas pro sur plein de choses, tu sais, je suis pas fan des dinosaures, je connais pas parfaitement des trucs, mais j'ai quand même 28 ans d'expérience en parlage.
Non, les 25 ans d'expérience en blablatage. Donc, voilà, je suis une hyper communicante. C'est, c'est une contradiction qui, en fait, non, en fait, c'est hyper logique. C'est hyper logique, genre. Et quand j'étais petite, j'avais des tocs. C'est en faisant la vidéo que je me suis rendu compte de tout ça. Littéralement un chemin d'apprentissage là et d'introspection. Mais quand j'étais petite et que je mentais, toujours en lien avec mon sens de la justice. Tu regardes, en fait c'est hyper lié. C'est pour ça que j'ai du mal à mettre des mots sur les choses que là je vais juste te dire comme ça. Mais tu vois, quand je mentais, je faisais ça. Jusqu'à que j'en avais des traces rouges quand j'étais petite. Comme tout enfant, tu mens, genre. Pourquoi je faisais ça? Parce que j'ai un besoin au fond de moi de toujours dire la vérité. Et ce besoin, j'étais en train de me manquer de respect à moi-même en mentant, ce qui a fait que ça a créé de l'anxiété. Et c'était un signe pour dire, regarde, je suis en train de mentir, et en plus je me fais du mal à moi-même. Waouh. Tout est imbriquement lié. Je t'invite fortement à faire une introspection de la même manière que je suis en train de le faire. Tu vas comprendre plein de choses. Ma préadolescence. Qu'est-ce que je considère être une préadolescence 11, 12, 13, préadolescence. Parce qu'à ce moment-là, j'allais voir une psy et elle me disait que j'étais une préadolescente en crise d'adolescence. Il y a eu une rupture qui s'est faite. À l'adolescence, à la préadolescence, j'ai commencé à faire de l'hyperphagie. C'est-à-dire que je mangeais, mais je n'avais pas le sentiment de satiété. Je pouvais manger avant de faire vomir. Je ne vomissais pas. Néanmoins, je pouvais manger. Et je me souviens où c'était l'époque où je prenais des salamis et je m'amusais à les avaler, pas entiers, mais sans les mâcher. Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où ça vient. Le fait est que j'ai eu des troubles du comportement alimentaire. Ça a commencé comme ça. J'ai aussi beaucoup de peurs qui ont commencé à venir. Je pense que ça, c'est lié aussi avec la prise de conscience qu'il y a à la fin de l'enfance. Quand t'es un enfant, t'es un peu, tu vois, t'es un peu dans ton monde et tout. Néanmoins, j'ai commencé à avoir vraiment des peurs. Puis il y a eu un drame qui s'est passé à la maison qui a fait que j'ai commencé à avoir vraiment des peurs. Il s'est passé un truc à un moment et je sursautais à chaque bruit. Et je pouvais pas aller faire pipi sans ma mère, par exemple. C'était pas possible. J'ai vraiment... Et je faisais des fixations. Les fixations ont toujours été là. Sauf que ma fixation sur la lecture s'est déplacée sur Justin Bieber. Parce que à cette époque-là, on était à peu près en 2009. Justin Bieber commençait à émerger. Donc Chaz Summers, Ryan Butler, Caitlyn Bedless, That Kind of Things. J'étais à fond sur Justin Bieber, les Jonas Brothers, Miley Cyrus. Et de tout mon cœur. Aka Patito Feo sur Gulli, c'était mes obsessions, ces trucs-là. Et mon imagination de la lecture s'est carrément transphasée sur ça. Je pensais que c'était sain, je pensais qu'on était toutes des adolescentes qui ont eu des trucs comme ça, mais en fait non. Twilight. Fixation. Obsession. Je finissais Twilight, par exemple. Je remettais Twilight. Je l'avais en DVD, pour te dire. Je pouvais regarder Twilight de 10h à midi, et à midi, j'allais relancer Twilight. Le même film. Ce n'est pas normal. Enfin, il n'y a pas de normalité, mais c'est littéralement pas un comportement de personne neurotypique. Au niveau de l'adolescence, quand je suis rentrée au lycée, j'étais à Marseille, j'étais avec des gens... En fait, littéralement, ma mère, elle s'est séparée de mon beau-père. On a dû quitter Marseille pendant mon année de 3e. Et moi, je voulais faire le lycée militaire. C'est tombé en même temps que le brevet, nanana. Le fait est que je me suis retrouvée sans lycée à la rentrée. Voilà. Je rentrais en seconde, on revenait à Marseille et je n'avais pas de lycée. J'aurais dû aller au lycée Périer, mais ça s'est pas fait. Et du coup, je me suis retrouvée avec un lycée à Marignane. On a dû m'emmener pendant 2 semaines. J'avais 45 minutes de voiture, aller et retour le soir. On était dans des préfabriqués, il faisait chaud. Crise d'angoisse, j'ai arrêté d'y aller. Tu vois déjà que mon adolescence, elle commençait super mal. Pour quelqu'un comme moi qui a besoin de routine, je venais de me retrouver 1 an chez ma grand-mère dans une autre région.
à dormir avec ma grand-mère, ma tante, ma mère, nanana, dans un petit appartement. Là, je revenais à Marseille après 1 an et je n'avais pas de lycée. Ça faisait quasiment 1 an qu'on n'avait plus de routine. C'était atroce pour tout le monde. C'était un moment où mon frère se faisait énormément remarquer. C'était l'année où mon frère avait fait énormément de bêtises. Et c'était le moment où je m'étais dit, bah, si personne me calcule quand j'ai des bonnes notes, bah, pourquoi j'ai des bonnes notes? Littéralement, je m'étais dit cette phrase. Si les gens donnent plus d'attention à lui plutôt qu'à moi, alors que moi je fais tout le temps les choses bien, pourquoi faire? À quoi bon? J'avais besoin de la reconnaissance de ma... J'avais besoin de l'attention de ma famille, ce qui est tout à fait légitime. J'étais un enfant, j'avais 13 ans, enfin... Anyway. Bref, cassage de routine total, je me retrouve à Marseille sans lycée. J'ai fini par me retrouver au lycée Nord. Pour une personne comme moi, du coup, qui est HPI-TSA, assez introvertie quand même, assez calme, assez... En rébellion, c'était la totale. Ça a signé en fait la fin de mes bonnes notes. Ça a signé la fin de ma carrière, ça a signé rupture du ligament. Je me suis retrouvée avec des TSA, je ne mangeais pas. En même temps, je mangeais pas parce que je t'avoue que j'étais angoissée. Le self était immense, les gens me faisaient peur. Tout me faisait peur. La manière de parler. Après l'année que je venais de passer, le manque de routine, les hormones de l'adolescence. Littéralement, aujourd'hui j'ai 28 ans, j'ai aucun problème à dire que littéralement ces gens me faisaient peur. Que c'est le moment où j'ai commencé à matcher. C'est le moment où j'ai commencé à me masquer. Mais du coup, j'ai masqué pour leur ressembler, sauf que j'avais toujours au fond de moi cette adolescente qui me disait il faut être différent des autres. Parce que quand t'es adolescente, t'as besoin d'être différent des autres. Toujours cette contradiction. Mais pour ma survie, j'ai masqué. J'ai donc commencé à fumer, j'ai commencé à faire des trucs, j'ai commencé à vouloir être cool, j'ai commencé à parler mal, j'ai commencé à être irrespectueuse pour matcher, pour rentrer dans le... Voilà. Avec toujours quand même cette colère au fond de moi de ce qui venait de se passer l'année dernière. C'était un peu aussi une manière de me dire je match, je me protège, mais vas-y, je lâche un peu ma colère. J'ai fait partie du coup de ces adolescentes infernales, littéralement. Mais encore une fois, j'ai été humble. Je me suis fait harceler, ce qui a d'un côté cassé ce besoin de me rebeller et d'être, tu sais, violente. Parce que toute la violence que j'ai mise dans le monde pendant mon année de seconde et de première, je me la suis repris dans la gueule. Qu'est-ce qui a aussi créé mon harcèlement? Le fait que je défendais ma copine. Toujours ce sens de la justice qui m'a créé beaucoup d'histoires. Sauf que là, j'étais plus la Célia de primaire. J'étais plus dans cette safe place. J'étais dans un lycée où littéralement c'était la jungle. Littéralement, il y avait des coups de feu qui étaient tirés devant le lycée des fois, genre... Et je suis trop sensible pour ça. On s'est retrouvé donc avec une adolescente qui avait un besoin de violence pour se venger de ce qu'elle venait de vivre, une perte des repères qui brouillait totalement mon TSA et qui faisait une rupture avec l'enfance que j'avais vécue, ce besoin de s'affirmer en tant qu'adolescente, et ce truc qui me dit Dieu, il me remet toujours à ma place. Et des crises d'angoisse à répétition. J'ai donc arrêté le lycée. Voilà. Quand j'ai eu 16 ans, que les éducateurs ont fait que venir pour nous dire bah écoutez, votre fille, il faut qu'elle retourne à l'école, sinon elle va passer devant le juge des enfants. Je suis passée devant le juge des enfants et j'ai arrêté l'école. Parce que c'était juste plus possible, je n'arrivais pas à suivre. Si t'avais des trop bonnes notes, t'étais une... Bref, j'arrivais pas à suivre. Et ma mère a commencé à s'intéresser à moi, dans le sens, elle a vraiment écouté ma douleur, machin, truc, quand je sortais plus de mon lit, en fait. Et là, elle m'a dit, c'est bon, j'arrête de te forcer, on va plus à l'école, laisse tomber. On était en décembre, j'ai arrêté d'aller à l'école. Et j'ai passé décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, jusqu'en septembre, sans école. Et littéralement, je pense que c'est ce dont j'avais besoin à ce moment-là. J'avais 16 ans. J'avais des éducateurs, du coup, parce que t'as pas le droit d'arrêter l'école avant 16 ans. Enfin, j'ai eu 16 ans en février, du coup, j'avais 15 ans et demi. J'avais des éducateurs qui ont été envoyés par... T'es obligé, quand t'arrêtes l'école avant 16 ans, ben bam, tu te prends des éducateurs. Et... Ouais, et de décembre à février, je sortais pas de mon lit. J'ai fait un stage en décembre en tant que vendeuse à Yves Rocher. C'était horrible. Je suis en 2012. C'était atroce.
En plus, un stage en vente, sachant que j'étais dans un moment où j'étais littéralement en burn-out. En fait, j'étais littéralement en train de faire un burn-out à 16 ans, couplé à une dépression. Et je me suis retrouvée obligée par les éducateurs, tout ça, de faire un stage en vente. Et c'était horrible. En plus, il y avait des gens qui m'avaient harcelée, qui venaient dans le centre commercial. Phobie. 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 J'ai fait donc une phobie scolaire. J'ai voulu être normale, tout en voulant être différente, tout en... J'ai explosé. J'ai... Je sais pas si j'ai le droit de dire ce mot sur YouTube. Les 6 mois que j'ai passés, avant de reprendre en première pour redoubler ma première, parce que j'avais sauté une classe, c'est 6 mois que j'ai utilisé pour me rapprocher de mes amis de primaire. J'avais mon meilleur ami qui habitait le bâtiment à côté de chez moi, que j'ai depuis la primaire. Je me suis rapprochée, j'ai récupéré mes amis d'enfance et je retrouvais un peu cette safe place. De temps en temps, j'avais d'anciennes personnes du lycée qui venaient jusqu'à en bas de chez moi pour m'embêter. Mais j'avais mes... Putain, j'en tremble, je te jure, j'en tremble d'en parler. Genre vraiment, je tremble. Mais j'avais quand même mes amis de la primaire avec moi qui me connaissent et avec qui je n'avais pas besoin de masquer. Donc en fait, encore une fois, c'était grave un bien. Grave un bien. Mais mon Dieu, des fois, j'avais trop peur. Sauf qu'à un moment, mes amis de ma safe place ont été amis avec mes amis du lycée parce que j'ai fait des erreurs, j'ai repris des contacts avec certaines personnes. Et au final, c'était plus ma safe place. Je les ai gardés, mais ça a créé une cassure. Je te jure que là, en t'en parlant, je suis en train de réaliser plein de choses. Je me sentais plus à l'aise avec eux et ça a joué sur les comportements que j'ai eu après avec eux. Le fait d'avoir toujours cette réserve, cette colère. Mais en fait, le gars, franchement, si jamais vous tombez sur cette vidéo, on ne sait pas. Vous étiez mes amis, vous m'avez trahi en devenant ami avec eux, sachant que vous saviez tout le mal qu'ils m'avaient fait. Donc, moi j'étais juste une adolescente, je savais pas comment gérer ça autrement. Et littéralement, je vous déteste pour ça. Je vous ai détesté pour ça et si aujourd'hui, je m'en fous. La Célia de 16 ans, elle a pas aimé que vous fassiez ça. En septembre, j'ai intégré un nouveau lycée et j'ai fait une cassure avec mes amis de Safe Place du coup. Je me suis créé de nouveaux amis dans mon lycée. Je traînais avec un gars qui s'appelait Félix, je l'aimais trop. Je traînais avec des gens un peu plus cool. C'était un lycée un peu comme on appelait ça les lycées de Bourges. Oh non, au début de l'année, je suis rentrée dans un lycée privé, mais je suis pas restée longtemps. Et après, je suis rentrée dans l'autre lycée. Oui, moi j'arrive toujours en milieu d'année, je ne sais pas combien de lycées j'ai fait dans ma vie. Ah, je te dis, franchement, hein, dès le déménagement en Isère, c'était fini. Hein. Il n'y a plus jamais eu de routine. Jamais. J'ai changé 15 millions de fois de lycée, j'ai changé 15 millions de fois d'amis, je me suis mis dans des situations dangereuses et tout. Bref, je suis rentrée dans un nouveau lycée, encore une fois, j'ai essayé de m'intégrer et cette fois, par contre, j'ai créé des routines. Pendant mon année de première, j'étais pas la meilleure, j'avais toujours de la phobie scolaire, j'allais pas toujours en cours, mais je passais mes midis dans des halls à lire des histoires sur Wattpad. Donc déjà, tu vois, j'avais recréé un lien avec ça. Je parlais pas beaucoup, donc j'avais perdu un peu mon côté sociable, dû au traumatisme. Mais je recommençais à me créer des routines. Et ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une très 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 bonne chose. Après avoir passé une année scolaire de première à me recréer des routines, nous avons quitté Marseille. Je suis arrivée en terminale. En terminale, en Ardèche, dans une nouvelle région, dans un petit lycée, à 18 ans. Après tout ce que je venais de traverser depuis le début de mon adolescence. Et encore, hein, je peux pas tout dire. Mais on imagine bien que si je dis que j'ai été une adolescente difficile, c'est que j'ai été une adolescente difficile sur tous les points. On fait pas de juste milieu. En tout cas, moi, quand je fais un truc, je le fais à fond. Donc là, il n'y avait pas de juste milieu. Je me suis donc retrouvée en Ardèche, à 17 ans, en terminale.
j'ai arrêté l'école. Et j'ai vraiment mis la pierre à l'édifice de l'adolescente difficile. Ça a duré quelques années. Ça a duré quelques années où, littéralement, ma mère, elle voulait plus de moi à la maison. Littéralement. Parce que mon frère prenait énormément d'attention. Franchement, mon frère, faudrait faire une chaîne YouTube juste pour lui. Parce que lui, on l'oublie pas, hein, il est sur le côté, il est toujours là. Il prenait énormément d'attention. Ma mère aussi venait vraiment de divorcer, donc de quitter une région pour arriver dans une... En vrai, si tu regardes, elle aussi, ça reste une adulte TSA qui vit pour la première fois. En fait, on avait tous perdu nos routines. On avait tout perdu. On a eu des problèmes d'argent. On venait de passer des années très très difficiles. Parce que si moi j'étais une ado difficile, ma maman avait fait une grande dépression. Mon frère a fait sa première dépression quand il avait 11 ans. Bref, on était très loin de la routine. Je mangeais toujours pas, ou très peu. Je consommais des trucs qu'il faut pas consommer. Et j'allais en cours de temps en temps. Sauf que le bon point d'avoir quitté, tu sais, tout cet environnement à Marseille avec les gens avec qui j'ai grandi depuis que j'étais petite, c'était que je pouvais me renouveler. Je pouvais être qui je voulais. Si je voulais être la fille cool, je pouvais être la fille cool. Et j'ai littéralement pris ce changement comme mon instinct de survie a parlé en fait. Je me suis dit, maintenant, c'est moi qui décide. J'avais toujours cette partie, tu sais, de violence de Marseille, mélangée à ce truc de me dire, je suis trop cool pour eux. Cet ego, tu vois, qui me dit, je suis vachement trop cool pour eux. Et je me suis transformée un peu en la fille cool des années 2015. D'un côté, j'ai kiffé, tu vois, mais d'un autre côté, de mon point de vue d'adulte, quand je suis en train là de te raconter et de revenir sur tout ce qui s'est passé, je me disais, t'étais juste en fait une fille qui a utilisé les normes de la société pour te créer une carapace de fille cool. Ce qui m'a permis de m'intégrer et de très très bien m'intégrer dans mon nouvel environnement. Donc j'ai utilisé mon HPI pour ça. Ton TSA, tu l'as juste renfoulé, tu sais, mis au fond sous des tonnes de substances et t'as essayé de survivre. T'as fait du mieux que t'as pu. Waouh. Là, j'ai 20 ans, on va s'arrêter là parce que je sais pas combien de temps la vidéo elle fait. Mais pour te dire, là, t'as eu un résumé de ma vie jusqu'à mes 20 ans. Dans la prochaine partie, on va passer à quelque chose de vachement plus intéressant. Et aujourd'hui, j'en suis où? Qui je suis aujourd'hui? Quelles sont mes caractéristiques? Comment j'ai réparé ce qui s'est passé dans mon adolescence? Comment j'ai fait pour passer d'une adolescente hyper anxieuse, en dépression totale, qui s'est mis quasiment tout Marseille à dos, j'abuse, pour être qui je suis aujourd'hui? Un mariage sain, une famille saine, un environnement sain. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai réparé ce qui a été cassé? Ça, dans la prochaine vidéo. Je te fais des bisous d'amour. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu likes, tu commentes s'il te plaît, parce que je fais 10 vues par vidéo. Des fois, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup ce que je fais? J'ai besoin que ce soit utile. Quand je fais quelque chose, je suis genre vraiment... Peut-être que tu te reconnaîtras si t'as le même trouble que moi, mais il faut que ce soit utile. Et quand je fais une vidéo pour aider les gens, que ça aide personne, ça me démotive et je me dis, mais est-ce que c'est vraiment utile ce que je suis en train de faire? Anyway, tu likes, tu t'abonnes. Je t'aime d'amour et à bientôt. Prends soin de toi. Et j'ai fait d'autres vidéos si ça t'intéresse, si t'as besoin de conseils sur plein d'autres choses. Et j'ai un TikTok aussi.